pour avoir des enfants beaux et intelligents, il faut mettre les femmes enceintes à l'aise. L'enfant ne sera pas influençable. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en Côte d'Ivoire, entre 2019 et 2021, 418 suicides et 927 tentatives de suicide ont été recensées, touchant majoritairement des adolescents et des jeunes dont la santé mentale mérite toute notre attention et notre action. Bienvenue à Instant Psychologue, le podcast dédié à la prévention, la promotion et la prise en charge de la santé mentale des adolescents et des jeunes en Côte d'Ivoire. Notre invité de ce jour est Dr Nour Bakayoko. Il est psychologue, psychothérapeute et il regorge encore plusieurs compétences. Nous aurons le temps tout à l'heure de l'écouter et avec lui, nous parlerons de compétences psychosociales des adolescents et des jeunes. Ça s'apprend. Bienvenue, docteur. Ok, merci. Merci à vous. Moi, je suis content d'être là. Et ça me fait plaisir déjà de parler de santé mentale et d'équilibre psychologique, surtout des jeunes et des adolescents. En tout cas, c'est un réel plaisir aussi pour nous de vous avoir. Je vous en prie. Donc, on va vous demander de vous présenter à nos auditeurs. Je pense que vous avez, vous avez déjà Vous commencé. avez plusieurs casquettes, hein? Bon, aujourd'hui, il y a une seule casquette sur ma tête. Voilà, comme l'avait dit Nour Bakayoko, psychologue, psychothérapeute, euh, également fondateur de Psytroteur, qui est une organisation de psychologues, et puis vice-président de la GPSI, c'est-à-dire jeune psychologue de Côte d'Ivoire, également membre du CNPsycho-CI, c'est-à-dire le Conseil national des psychologues de Côte d'Ivoire, logé à l'ADEPS, et puis voilà, je travaille aussi en tant que psychologue conseiller en insertion professionnelle à l'agence Emploi Jeune, logé au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Et puis voilà, on a d'autres activités. Je suis également membre de l'école des poètes. Je suis aussi promoteur du camp psy, c'est le camp des psychologues, c'est un camp international. Mhm. Voilà, et on est appuyé aussi par le programme national de santé mentale. Et puis, on travaille aussi sur tout ce qui touche à la dynamique, aux dynamiques psychologiques de la jeunesse. Et Mhm. puis aussi, je suis consultant média sur les questions de santé mentale. D'accord, je vois que vous avez plusieurs casquettes, hein, et vous parlez beaucoup de santé mentale et tout. Et ça m'amène à poser la question suivante. Pourquoi vous êtes spécialisé, pardon, dans le domaine? Est-ce qu'il y a un lien particulier avec votre vécu? Est-ce qu'il y a un lien particulier avec notre vécu? Bon, ça va dépendre de comment on considère le vécu. Effectivement. Voilà, c'est-à-dire que généralement, les gens diront que j'ai vécu telle histoire, donc ça m'a marqué et puis j'ai décidé de. Donc pour C'est moi, c'est ça. pas le cas. Pour D'accord. moi, je suis passionné par tout ce qui est relation d'aide. Je D'accord. suis passionné par tout ce qui est homme. Voilà, je suis passionné aussi par tout ce qui est compréhension du fonctionnement de l'être humain, comment l'être humain interagit, etc. Et puis aussi, je suis passionné aussi de développement personnel. Donc, vous voyez un peu tout ce qui est relation d'aide, moi, je suis passionné par ça. Donc, voilà pourquoi je me suis plus orienté, voilà, vers le domaine des sciences humaines et sociales, voilà, qui va comprendre la psychologie, la sociologie, la criminologie et tout. Et c'est vraiment un domaine qui me passionne. D'accord. Donc, on retient la passion du docteur Exactement. Nour. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui, c'est quoi la différence entre un psychologue, c'est quoi le psychothérapeute, c'est quoi le psychiatre? Parce que on a pas mal de confusion Ah oui, c'est sur vrai. ces thématiques-là. Ce serait bien de, de marquer quelques précisions pour nos auditeurs. D'accord. Déjà, je commence par le psychiatre. D'accord, Voilà, le psychiatre, en fait, c'est un médecin. d'accord,
Il faut que les gens puissent retenir ça d'abord à la base. D'accord. Le psychiatre, c'est un médecin. Mhm. C'est la personne qui est partie déjà à l'école, il est rentré en faculté de médecine, il D'accord. a fait ses années, il est sorti médecin. Mhm. Et après, il s'est spécialisé en psychiatrie. D'accord. Donc voilà pourquoi elle est psychiatre, si vous voulez, médecin psychiatre. D'accord. Donc le psychiatre, en fait, lui, il est plus orienté vers la prise en charge et le diagnostic des maladies mentales. Ok. OK? Quand on arrive à maladie mentale, donc c'est le seul habilité à pouvoir poser un diagnostic psychiatrique. D'accord. Voilà, psychiatrique. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, il peut donner déjà des médicaments pour faire le suivi de la maladie mentale Mhm. qu'il a eu déjà à détecter. Mhm. Donc lui, c'est le psychiatre. À côté, vous avez le psychologue. Le psychologue, c'est celui qui a fait la psychologie. D'accord. Voilà, il a étudié la psychologie, c'est-à-dire le fonctionnement psychique. OK? D'accord. Ça veut dire les processus mentaux, etc. Mhm. Ce qui signifie que vous allez voir que le psychiatre et le psychologue sont deux professionnels assez complémentaires. Effectivement. Parce que derrière chaque maladie, que cette Mhm. maladie-là soit psychiatrique ou physique, il y Mhm. a derrière une souffrance psychique. D'accord. Et la souffrance psychique qui est derrière là, ça, c'est le psychologue qui gère ça. Donc, D'accord. c'est-à-dire le fonctionnement psychique, c'est Mhm. le psychologue qui va gérer ça. Mhm. Par contre, pour la prise en charge de la maladie mentale, ça, c'est, c'est le psychiatre. D'accord. Maintenant, quand on arrive aussi au domaine de l'agissement du psychologue, le psychologue, au-delà de gérer déjà le fonctionnement psychique qui se cache derrière une maladie quelconque, Mhm. travaille aussi à la prise en charge des couples, à la prise en charge des étudiants, des élèves, notamment de l'orientation scolaire, la personnalité liée au choix du métier, aussi déjà au niveau des familles, etc. Donc, il a un domaine un peu plus appuyé sur tout ce qui est d'ordre Social. voilà, tout ce qui est d'ordre social et Mhm. d'ordre humain aussi. Humain, social. Voilà, humain social. Donc, vous allez voir que le psychiatre, pardon, le psychologue, il ne prescrit pas de médicaments. Donc, vous n'allez Effectivement. jamais entendre que un psychologue a prescrit des médicaments. Non. Le Mhm. psychologue, si vous voulez faire son suivi par la parole, OK, et par comment on appelle ça, par des techniques thérapeutiques. Mhm. Voilà comment le psychologue il va suivre. Maintenant, le psychologue, dans son activité, Mhm. peut être amené à se spécialiser à une technique de prise en charge précise, une technique thérapeutique précise. Donc, quand il va se spécialiser dans cette technique thérapeutique précise, si c'est une psychothérapie, il sera psychologue, psychothérapeute. D'accord. C'est-à-dire que il y a d'autres qui sont simplement psychothérapeutes, mais qui sont pas, comment on appelle ça, psychologues. Ok. Par contre, si tu as appris une technique de psychothérapie Mhm. et que tu n'es pas psychologue à la base, on pourra t'appeler praticien 1. C'est-à-dire D'accord. que moi, je suis par exemple spécialisé en TCC, c'est-à-dire les thérapies comportementales et cognitives, D'accord. et spécialisé aussi en ACT, c'est-à-dire la thérapie comment on appelle ça? La thérapie d'acceptation et d'engagement. Mhm. Donc, moi, je travaille sur ces deux techniques thérapeutiques-là. Donc, moi, je suis psychothérapeute. Par contre, celui qui n'est pas psychologue à la base, on dirait qu'il est praticien en TCC ou bien praticien en ACT. Mhm. Donc, le psychothérapeute, en fait, c'est celui-là qui a pris une technique thérapeutique précise pour pouvoir aborder comment on appelle ça, certains dysfonctionnements au niveau, euh, au niveau de la santé mentale d'un individu quelconque. Par exemple, quelqu'un qui présente des troubles dépressifs, etc., il aura sa prise en charge avec le psychiatre. Le psychologue peut établir un plan de psychothérapie. Notamment, D'accord. ça peut être une TCC. Maintenant, si c'est dans le cadre familial, ça sera une thérapie familiale. Si c'est dans le cadre du couple, ça sera une thérapie conjugale. C'est différent du coaching conjugal. C'est différent. Il y a beaucoup de Voilà. Ou concepts. encore comment on appelle ça? De, de conseil conjugal, tout simplement. Mhm. C'est carrément une thérapie de couple et une thérapie familiale. Donc, le psychothérapeute sera spécialisé dans tous ces éléments-là pour pouvoir déjà faire son travail. Mais quand il est psychologue à la base, c'est là qu'on l'appelle psychothérapeute. Mais généralement, on dira tous ceux qui font ces formations additionnelles-là,
tous ceux qui font mais qui sont pas psychologues, c'est par abus. Généralement, quand on dit psychothérapeute, mais dans le fond, Mhm. ils sont praticiens en une technique thérapeutique. Mais Effectivement. quand ils sont psychologues à la base, ils sont maintenant psychothérapeutes. Thérapeute. Voilà. Merci, docteur, pour ces éclaircies. Donc, c'est ça. Donc, tous ceux qui nous écoutent doivent retenir que le psychiatre, c'est un médecin. C'est-à-dire que lui, il adresse les maladies mentales, il va donner des médicaments pour faire sa prise en charge. Le Effectivement. psychologue, lui, soigne par la parole. Il travaille sur le fonctionnement psychique. Mhm. C'est-à-dire que la face cachée de la maladie mentale ou encore de toute autre maladie. Et puis maintenant, le psychothérapeute, c'est celui qui a appris une technique thérapeutique précise. Ça peut être thérapie systémique, thérapie humaniste, thérapie comportementale cognitive, thérapie familiale, etc. Il y a beaucoup de types de psychothérapie. D'accord. Donc, vous Voilà. disiez tout à l'heure que l'élément en commun que vous avez avec un psychiatre, c'est la prise en charge de la pathologie, si je peux le dire, psychique. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que quand on en arrive à avoir un psychiatre pour un problème, une détresse psychique, ça veut dire que on est au bout, il n'y a plus rien à faire? Au fond, c'est que on ne doit pas aller voir un professionnel de santé mentale Mhm, parce qu'on est à bout. mhm, Parce qu'on est à bout. Pourquoi? C'est comme les problèmes de santé physique, hein. mhm, C'est quand on a le palu qu'on va à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de consultation de prévention. mhm, Voilà. C'est pareil aussi. C'est-à-dire que on peut aller voir un psychologue, ou bien même pas on peut, on doit aller voir un psychologue déjà à tout moment. mhm. Notamment, à tout moment. Notamment si je dois me mettre en couple, si vous voulez, je dois formaliser ma relation de couple, il faut que je vois un peu avec un psychologue parce que il y a ce qu'on appelle après les troubles de l'attachement. Donc la manière dont souvent les gens sont biologiquement incompatibles, au niveau psychocomportemental, pour certaines personnes, il peut avoir des difficultés. Vous D'accord. comprenez? Même dans le choix d'un métier. Ça veut dire que pour choisir un métier, par exemple, vous allez voir que il y a trois éléments qui vont s'entrechoquer. Ça veut Mhm, dire que la passion, le talent et les compétences techniques qu'on a eu à apprendre à l'école. Donc souvent, soit tu t'orientes en fonction de ce que tu as appris à l'école, ou bien tu t'orientes en fonction de ton talent. Soit tu t'orientes en fonction de ta passion, ou bien tu t'orientes en fonction de tes compétences que tu as eu à apprendre. Donc, vous voyez que ce sont les éléments qui s'entrechoquent. mhm, Et là, maintenant, souvent, on avance dans un domaine, mais on voit qu'il n'y a pas d'issue. Mais mhm. en réalité, quand on fait un bilan psychoprofessionnel, on se rend compte que la personne le fait parce qu'on dit, bon, il y a l'argent dedans, donc voilà, la personne se concentre pour pouvoir le faire. Alors que sa voix réelle est plutôt ailleurs. Ah, Donc, nous, on a travaillé avec des personnes qui ont dû changer de métier pour être mhm. plus équilibrées psychologiquement, ou bien qui ont ajouté à leur métier initial l'élément qui leur permet plus équilibré. Donc déjà, on voit aussi un psychologue pour ça. Maintenant, pour l'éducation même des enfants, parce que chaque enfant est différent. Mhm. Chaque enfant est différent. Donc, pour l'éducation même des enfants, on peut voir un psychologue aussi pour comprendre. Vous voyez que dans tous ces cas que je suis en train de citer, Vraiment, je ne parle pas de maladie. Hein. c'est vrai. Je Hein? ne parle même pas de Le maladie. psychologue apparaît un peu partout. Voilà, Tout le processus voilà, de dans tout développement humain, le on processus de appelle un développement psychologue. humain, il est vraiment, il apparaît partout pour essayer d'éclairer, d'amener les gens à comprendre déjà certaines choses. Et même la manière dont quand les femmes sont enceintes, elles font la consultation prénatale, Mhm. elles doivent aussi faire ce qu'on appelle la consultation psychologique prénatale. Parce que pour prévenir tout ce qui est la dépression prénatale ou encore la dépression postpartum. Et pour permettre à ce que l'enfant puisse vraiment se développer déjà dans de bonnes conditions. Vous comprenez que tout ce que la mère reçoit comme injure, comme tristesse, etc., ça agit sur le développement de l'enfant. Donc, vous voyez que les compétences psychosociales même de l'enfant, là, ça commence déjà dans le sein De de sa sa mère. mère, Voilà. Donc, la effectivement. parenthèse, c'est que pour avoir des enfants beaux et intelligents, il faut mettre les femmes enceintes à l'aise. Ah, ça, c'est un bon conseil. On va le redire encore. Je disais que pour avoir des enfants beaux et intelligents, voilà, mettez-vous femmes enceintes à l'aise. Merci, docteur, pour ce conseil précieux là. Et pour revenir, vous avez parlé de compétences psychosociales. Mhm. C'est quoi déjà et pourquoi c'est important d'apprendre ces compétences-là? En réalité, les compétences psychosociales, Mhm, ce sont des capacités mhm, qui permettent déjà à un individu mhm, de pouvoir répondre de façon efficace et efficiente
voilà, aux difficultés courantes de la vie et aux réalités de la vie courante. D'accord. Donc, comment cette personne-là répond à ça, comment cette personne-là s'adapte, ou bien comment cette personne-là s'équilibre face à ces réalités-là. Maintenant, c'est important de les apprendre parce que ça devient, comment on appelle ça, ça vient renforcer Mhm. des éléments tels que la confiance, l'estime, etc. Et ça nous permet déjà de prévenir tout ce qui peut être des problèmes de santé mentale. D'accord. Voilà. Donc, ça peut déjà prévenir déjà tous ces éléments. D'accord. Et à quel âge il faut apprendre ces compétences-là à partir Ah, depuis le bas âge, hein. de bas âge, quel âge Oui, précisément? depuis, j'ai dit tout à l'heure, depuis le Le sein de sein la de mère. la mère. Ça veut dire que, je vais dire quoi? Depuis le bas âge. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, quand un enfant il naît, il ne Mhm. naît pas directement avec ces compétences-là. Voilà, ça veut dire que c'est pas né à la base, c'est quelque chose qu'on va construire sur le long terme. Donc, le cerveau de l'enfant qui naît, c'est un ordinateur, un disque dur qui n'a pas déjà d'application. Mhm. Donc, ça veut dire que les applications que vous mettez là, quand l'enfant grandit, voilà, il y a la mise à jour qui se fait. Donc, Effectivement. ça veut dire que si on a mis une application corrompue, Effectivement. quand il va faire la mise à jour, on va dire que la mise à jour n'est pas disponible parce que voilà. Donc, ça va rester, voilà, à l'utilisation corrompue à la base. Mhm. Donc, ces compétences psychosociales là, déjà, on va commencer déjà à les développer dès le bas âge. Ça veut dire que déjà la conscience même de soi au niveau cognitif, c'est-à-dire que est-ce que l'enfant sait qui il est? Est-ce que l'enfant sait comment il fonctionne? Mhm. Est-ce que l'enfant, avec l'âge, développe ce qu'on appelle l'esprit critique? OK? À tous nos petits amis qui nous suivent, il n'a pas dit esprit de critique, ça c'est pour critiquer ses camarades. Il dit esprit critique. Ça veut dire que, voilà, avoir cette forme d'ouverture d'esprit là pour pouvoir donner un avis sans parti pris ou encore avec beaucoup plus de raisonnement équilibré. Et puis vous allez voir aussi au niveau émotionnel, quand il se développe la maîtrise de soi, comment l'enfant se maîtrise face à une situation un peu plus compliquée, comment il gère ses émotions, Mhm. comment il gère ses émotions et comment il se comporte quand une émotion arrive déjà à prendre le dessus, comment l'enfant déjà se comporte. Donc il y a ce côté-là à développer et même au niveau social, Mhm. comment l'enfant développe l'empathie pour les autres. Déjà, vous voyez quand un enfant il est petit, on dit joue avec tes camarades. Non, ne tape pas tes camarades, etc. On est en train de développer ses compétences psychosociales. Mhm. Donc déjà, comment il se crée des relations, et puis comment il communique efficacement avec ses amis. Donc vous allez voir les compétences émotionnelles, on va parler d'intelligence émotionnelle, et puis Mhm. les compétences sociales, on va parler d'intelligence sociale. Donc comment l'enfant arrive déjà à équilibrer tout ça. Vous Mhm. allez voir que quand ces compétences-là vont se développer, plus tard, l'enfant ne sera pas influençable. Mhm. OK? L'enfant sera plus ouvert à engager une communication sans jugement avec son parent, avec D'accord. ses enseignants, etc. Mhm. Donc, l'enfant va se sentir plus capable de produire des résultats de par lui-même et puis même de rentrer en interaction avec les autres, de telle sorte que il sent qu'il apporte quelque chose de positif à la vie. Mhm. Parce que quand un enfant commence à devenir influençable, quand tu commences à rentrer dans la déviance, etc., c'est Mhm. qu'il y a des éléments sur lesquels on n'a pas travaillé en amont. Mhm. Voilà. C'est bien noté. Mais est-ce qu'on pourrait assimiler les compétences psychosociales à l'intelligence émotionnelle? Euh, Quand on parle déjà d'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité déjà à reconnaître ses propres émotions, ok, à savoir les nommer, Mhm. à savoir les nommer, et puis à réagir de façon plus équilibrée quand ces émotions-là sont là, plus équilibrées, plus adaptées quand ces émotions-là se présentent. Mhm. Et déjà, comment dans cette forme d'intelligence, on développe la communication non violente. D'accord. Voilà, de telle sorte que on n'est pas en train d'accuser une personne, mais on est en train d'exprimer un besoin. Parce que dans nos vies quotidiennes, on a l'habitude d'exprimer toujours nos frustrations au lieu d'exprimer nos besoins. Parce que quand tu exprimes une frustration, la personne va se sentir indexée. Donc la personne va vouloir se justifier. Mhm. Et on va vouloir aussi réexpliquer parce que la personne n'a pas compris. Mhm. Mais par contre, quand on exprime un besoin, on n'est pas en train de dire que d'accuser quelqu'un. On est en train de dire comment on se sent. C'est D'accord. comme l'enfant qui dira, par exemple, à son père, au lieu de dire
Non, tu n'es jamais là, tu es tout le temps parti. Nous, on est là, c'est comme si on n'a pas papa, on est abandonné, etc. Il pourra dire, par exemple, papa, on aimerait passer plus de temps avec toi. D'accord. On aimerait qu'on mange ensemble. Mhm. Voilà, on aimerait que euh, on fasse des jeux ensemble, tout ça. On veut vraiment être avec toi. C'est pas accusateur. Donc, c'est pas accusateur. Le père, en Mhm. fait, il aura Effectivement. plus une forme de compassion. Il va dire, d'accord, je vais faire un effort, je vais trouver le temps, va. Mais quand tu dis, non, tu n'es jamais là, etc., c'est comme tu es en train de dire que c'est un mauvais père. C'est vrai. Voilà comment il va comprendre ça. Donc, il va commencer à Effectivement. se justifier. Justifié. Mais alors que quand tu parles de ton besoin, il se dit, ah, il y a Effectivement. quelque chose que je manque là. Il faut que je rattrape. Donc, vous voyez un peu, donc, ces formes de compétences. C'est comme il dira, par exemple, à son ami, au lieu de lui dire, euh, prochainement, si tu fais ça, je vais te faire ci, je vais te faire ça. C'est plutôt de lui dire que, voici comment je me suis senti Mhm. quand tu as eu à faire ça. Effectivement. C'est-à-dire que c'est comme ça que je me suis senti. En fait, tu n'es pas en train de parler de lui, Mhm. mais tu parles réellement de toi. Et Effectivement. puis, c'est cette aptitude-là aussi de leur faire comprendre que quand quelqu'un, par exemple, t'insulte, Mhm. un ado, il veut forcément répondre. C'est clair. Voilà, il veut s'affirmer comme ça. Mais Effectivement. la meilleure manière de s'affirmer, déjà, dans ces genres de cas-là, il faut comprendre que l'injure qu'une personne te porte, tu n'es pas la cible. C'est pour se faire à lui-même du bien. Mhm. C'est parce que tu es fâché Mhm. que lui, il est content. Donc, Effectivement. l'ado doit comprendre que s'il est fâché que la personne est contente, c'est comme si la personne avait la télécommande de ses émotions. Donc, encore moi-même, lui, il doit avoir la télécommande de moi, mes émotions. Donc, c'est pas lui qui décide si je suis content ou si je suis pas content. Donc, en réalité, ne pas répondre à une injure, c'est insulter l'insolence. Waouh. Donc, vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que c'est insulter carrément l'insolence. Donc, du coup, la réaction qu'il aurait eue quand il aurait réagi, il a Mhm. doublement cette réaction chez la personne là Mhm. quand il ne réagit pas du tout. C'est pas qu'il est faible, mais c'est parce qu'il est trop fort. Parce que savoir se contenir Mhm. son comportement vis-à-vis d'une émotion donnée, C'est ça vrai. veut dire qu'on commence à prendre de la hauteur. Et quand on explique ça aux adolescents, ils disent, ah ben oui, voilà, vous comprenez. Parce qu'après, quand on réagit, il y a une autre réaction. Et puis bon, c'est l'escalade de la violence. Donc on arrive déjà à leur expliquer ces techniques-là pour leur faire comprendre que la violence ça, ne résout rien, quoi. Voilà pourquoi ces compétences psychosociales-là sont vraiment importantes. Et les parents doivent le savoir. Donc, les compétences psychosociales, si je peux résumer, c'est la relation avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres, Oui, notre environnement de avec les autres. vie et tout. C'est bien cela. Maintenant, on parle de d'apprendre. Mhm. Si j'ai bien suivi aussi, dans tout le déroulé, c'est dans tout le parcours de l'être humain qu'on apprend ces compétences-là, depuis le sein de sa mère, l'environnement dans lequel on a grandi, à l'école, à l'université, dans le mariage même, on continue, dans la vie de famille qu'on construit, on continue d'apprendre ces compétences. C'est bien cela. Oui, je veux dire que Mhm, les compétences là, elles s'acquièrent, mhm, elles se développent mhm. et puis elles s'apprennent. D'accord. Parce que il y a des compétences psychosociales Mhm, qu'on ne va pas forcément enseigner. Mais d'accord. la vie nous apprend ça naturellement. La résilience. Voilà. Et la parenthèse, c'est que vous avez parlé de résilience, il y a beaucoup qui font la confusion avec la résignation. C'est pas pareil. Voilà. Parce que dans la résignation, Mhm, et là, les jeunes vont me comprendre, très souvent, qu'est-ce qu'on dit? On est déjà né. On fait comment? mhm. Donc, c'est comme si on n'a pas le choix. Bon, on subit. Alors que dans la résilience, on va dire quoi? On est déjà né, mais on doit renaître. Ça veut dire, je suis déjà né, c'est naturel, maintenant je dois renaître, je dois donner maintenant sens à cette vie-là. Donc, dans la résilience, je vais toujours chercher une forme d'amélioration, une forme de stabilité, etc. Mais dans la résignation, je m'abandonne. Voilà, c'est comme si j'attends le dernier coup. Et dans ces compétences-là, Mhm, vont se développer. Il y a des compétences, par exemple, qu'on ne, que peut-être qu'on n'a pas eu, on n'a pas eu. mhm, Vous allez voir que on va peut-être se mettre en relation avec quelqu'un, ou bien soit on va aller dans une école, on va développer ça là-bas. Parce que mhm. la réalité de là-bas fait que cette compétence, on doit la développer. Effectivement. Voilà pourquoi les parents, par exemple, doivent comprendre que Mhm, euh, les enfants mhm. ne sont pas des mini-eux. Je sais pas si tu comprends.
Très bien. Leurs enfants ne sont pas des mini-eux. C'est-à-dire, leurs enfants, ce sont leurs enfants. Ça veut dire, ils ont eux aussi leur projet, ils ont leur dynamique, ils ont aussi leur vision de la vie. Et leur rôle, c'est vraiment d'encadrer tout ça pour ne pas que ces enfants-là rentrent dans une forme de déviance. Voilà pourquoi ils doivent développer ces compétences psychosociales-là. Et là encore, ça dépend du type de parents. Mhm. Aux parents, parce que, vous savez, on a plusieurs types de parents. Hein. Ok. Et chaque type de parent a Mhm. une influence sur le développement de l'enfant et même sur le développement de sa compétence psychosociale. Donc, vous comprenez que on a le parent abusif, D'accord. langage éducatif, violence. Mhm. On a le parent autoritaire, D'accord. langage éducatif, le silence et l'autorité. Mhm. On a le parent perfectionniste, langage éducatif, toujours faire plus, faire plus. Ça pourrait paraître, non, mais c'est bien de toujours faire plus. Mais en réalité, nous tous, on a notre seuil de résilience. Nous tous, on a notre limite de force. Donc, le parent perfectionniste, c'est celui qui dirait à un enfant qui a eu 12 de moyenne, il lui dira que, mais attends, est-ce que ceux qui ont eu 18 là, eux boivent l'eau de goudron? Donc, vous comprenez que l'enfant se dit que il doit forcément avoir 18. Pourtant, dans cette matière-là, ces compétences réelles-là, c'est 12, ça peut avoir. Donc, il va finir par croire que comme il n'atteint pas 18, c'est le paria de la famille, Mhm. il a gâté le nom de la famille. Et vous Effectivement. voyez là où ça peut mener après. Oui. Donc, voilà un peu comment le parent perfectionniste. On a le parent débonnaire. Si vous voulez, ce qu'on appelle le parent permissif. D'accord. Voilà, ça, c'est le phénomène de l'enfant roi. Donc là encore, c'est un problème derrière. Mhm. Et puis, on a le parent démocratique. Mhm. Ce que les gens suggèrent généralement. Le parent démocratique, c'est le parent qui allie la rigueur et la douceur. Mhm. Comme ça, l'enfant comprend que dans la vie, là, il y a des limites, mais il comprend aussi que ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas Mhm. qu'on lui dit de ne pas faire ci. Voilà, donc il y a cette douceur parentale-là qui est derrière. Mhm. Parce que, euh, comment tu veux que développer l'enfant personnellement ou encore ses compétences psychosociales, quand je donne un exemple, l'enfant fait par exemple une bêtise, tu lui dis, tu manges pas. Mhm. Non, mais c'est méchant. Bon, les parents qui m'écoutent doivent savoir, c'est méchant. Tu peux Chers pas dire, parents, vous avez entendu, hein? tu peux pas dire à un enfant, tu manges pas. Regarde, manger là, Mhm. c'est un besoin vital. Effectivement. Donc, quand tu dis à un enfant, tu ne manges pas, Mhm. non seulement tu violes la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis tu Effectivement. violes même les droits de l'enfant. C'est vrai. Mais par contre, les parents doivent comprendre que si punition il doit avoir, ça doit être sur les envies et non sur les besoins. Donc, au lieu de dire à l'enfant, tu ne manges pas, tu dis, OK, on sait qu'il a mangé spaghetti. Aujourd'hui, tout le monde mange spaghetti. Mais toi, tu vas manger boson. L'essentiel, il a mangé. Mhm. Il a mangé, Il il a n'a mis pas quelque été chose. privé de... Voilà, il n'a pas été privé de nourriture. Mhm. Donc, il y a beaucoup d'éléments déjà qu'on doit comprendre C'est ça. pour que les enfants même puissent se développer. C'est-à-dire quand l'enfant déjà fait une bêtise, quand on lui fait comprendre, Mhm. je veux dire la gravité, Mhm. ou bien l'impact négatif de ce qu'il vient de faire, on commence à lui expliquer progressivement, il comprend. Mais par contre, ça va dépendre de la relation initiale qu'on a déjà avec cet enfant-là. Voilà pourquoi le renforcement, le développement et l'ancrage de ces compétences psychosociales-là sont vraiment très importantes pour un adolescent et puis un jeune. D'accord. Donc, c'est donc dans ce parcours-là qu'on acquiert ces compétences-là. Maintenant, j'aimerais savoir si ces compétences-là sont nommées, sont connues. Est-ce qu'il y a une grille, une liste de compétences qu'il faut Oh, impérativement avoir? Et puis, deuxième chose, je prends l'exemple d'un enfant qui, malheureusement, par la force des choses, a perdu peut-être ses parents très tôt, qui a évolué peut-être dans un environnement où il y avait pas ce rapport-là à la famille. Donc, on se dit que il y a un processus, il y a certaines compétences qu'il n'a pas pu avoir dans son processus d'évolution, qui n'a peut-être pas été à l'école et tout. Et aujourd'hui, qui est adulte, est-ce qu'il y a des possibilités de rattraper son processus non, ce qu'on n'a pas dit. d'apprentissage? Voilà. En fait, il faut comprendre que tout est possible. D'accord. Voilà, déjà, tout est possible. Mhm. Quand on parle de nommer ces compétences-là, je Mhm. pense que je les ai citées Très bien. dans mes précédents propos. Hein. Mhm. Quand j'ai parlé déjà des compétences au niveau cognitif, Connaissance. la conscience de soi, la résolution des problèmes, l'esprit critique, tout Mhm. ça. Et puis aussi au niveau émotionnel. Et maintenant là, on quitte dans la conscience de soi, mais dans la maîtrise de soi, Mhm. dans la gestion des émotions, la gestion de son stress, Mhm. et puis au niveau social, Mhm. on a, comment on appelle ça, la construction des relations durables, on Mhm. a l'empathie, on a la communication,
non violente déjà avec les pères. Mhm. Donc, ça va travailler sur le développement personnel même de l'enfant. Notamment, ça va renforcer sa confiance et son estime de soi. Mhm. Donc, un enfant qui a sa confiance et son estime de soi assez renforcée, il est Mhm. plus équilibré pour mener sa vie de façon adaptée. Mhm. Maintenant, il y a des enfants, par exemple, qui, par la force des choses, ont perdu leurs parents. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que c'est vrai qu'ils n'ont pas eu une vie de famille biologiquement parlant. On Mhm. va parler de, quand même, ils ont eu une vie sociale. D'accord. Ils sont pas forcément Effectivement. restés seuls, ils ont eu une vie sociale. Effectivement. Donc, si par exemple c'est dans un orphelinat ou encore chez un oncle ou Mhm. encore chez un parent, c'est Mhm. toujours cette vie en grille familiale là que la personne Effectivement. aura. Donc, il y a des aptitudes que la personne pourra développer. D'accord. C'est vrai que en termes de choses, comment on appelle ça, Mhm. de figure parentale, il Mhm. peut avoir des problèmes à ce niveau-là. D'accord. Et en termes de aussi naissance de certaines blessures émotionnelles. Mhm. Parce que tu peux être chez un oncle D'accord. et puis, surtout quand c'est un oncle paternel. Bref, c'est-à-dire que tu peux être chez un oncle et puis on va toujours te rappeler que tu C'est n'es pas pas chez chez toi. toi. Tu vas toujours te rappeler que tu n'es pas chez toi. Mhm. Tu vois. Et puis, tu peux être aussi chez un oncle. On va peut-être tout te donner, mais la qualité de la relation que tu avais, par exemple, avec ton père, tu Mhm. n'as pas cette même qualité de la relation avec cet oncle en question. Donc Effectivement. ça peut être quand même des problèmes. Mais quand déjà la personne qui reçoit l'enfant dans l'environnement dans lequel l'enfant vit, on Mhm. développe déjà ces compétences-là. Mhm. On apprend aux enfants déjà à reconnaître déjà qu'ils sont des êtres humains capables de produire des choses. Mhm. On les amène à faire des activités ensemble. Mhm. On les amène à comprendre que l'autre est plus une aide qu'un ennemi. Mhm. On les amène aussi à comprendre qu'ils ont des aptitudes et des capacités à pouvoir créer des choses. On les amène aussi à communiquer efficacement. On les amène aussi, je vais dire, à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à mieux gérer leurs émotions face aux situations. Ces enfants-là grandissent déjà avec ça. Mhm. Parce que très souvent, on pense que les enfants ils ne connaissent rien. Effectivement. Et on s'assoit, on est déjà dans le jugement même avant de commencer à communiquer avec eux. Aujourd'hui, moi j'ai mal quand on dit on va associer les jeunes. On dit ok, quand les jeunes viennent, on va dire non, vous allez partir jouer ballon, vous allez peut-être loisir, etc. Mais on doit réfléchir, prendre des décisions, etc. Voilà, on dit non, vous les jeunes. Non, mais c'est pas. C'est-à-dire qu'il y a déjà le jugement Mhm. avant de les intégrer. Mhm. Comprenez? Mhm. Donc, il faut exiger l'humain avant de demander le jeu. Je ne sais pas si vous comprenez. Mhm. Ça veut dire que j'exige que ce jeune qui se présente à moi, c'est un être humain. Effectivement. Voilà, je me donne cette exigence-là de reconnaître ça. Et puis Effectivement. maintenant, j'accueille le jeune qui est derrière l'humain. Là, au moins, c'est très pertinent. Mais si Mhm. je suis déjà dans le jugement, c'est comme ça. Et malheureusement, nous autres adultes, on a l'habitude d'écouter les jeunes pour leur répondre. Parce qu'on a déjà mis dans notre tête que ceux-là, voilà, ils sont gamés. Donc, quand ils doivent parler, on a déjà jugé. Écoute Mais bien. non, on doit écouter pour comprendre. Au lieu d'écouter pour répondre. Effectivement. Parce qu'à force d'écouter pour répondre, les jeunes ne parlent plus. Voilà. C'est profond en tout cas. Et quel est le lien entre les compétences psychosociales et la santé mentale? Ah oui, Mhm. euh, comprenez que Mhm. dans le corps Mhm. de l'être humain, D'accord. ok, on a le globule blanc, on a le globule rouge, etc. Mhm. Donc, ce sont des éléments qui protègent en fait notre corps. Quand une bactérie ou bien un virus rentre, ils vont se mobiliser pour pouvoir combattre ce virus. C'est comme ça, la compétence psychosociale, moi, ça c'est propre à moi, et moi je les appelle les anticorps sociaux. Mhm. C'est-à-dire que ces compétences psychosociales-là deviennent comme des boucliers, Mhm. voilà, face à tous les problèmes de santé mentale. Mhm. Deviennent en fait de véritables boucliers, c'est comme des protecteurs. Mhm. Avant même qu'un spécialiste vienne te faire ta prise en charge, si ces compétences psychosociales-là sont développées, ça veut dire que ton corps, ton mental peut tenir. Ton Effectivement. mental peut tenir. Regardez par exemple, quand quelqu'un en Afrique, ça en tout cas j'aime bien, quand quelqu'un est en deuil, tout le monde est autour. Voilà, tout le monde est là, on soutient, etc. Ça permet à la personne de tenir.
C'est vrai qu'il y aura une prise en charge après, mais ça permet à la personne de tenir quand même. C'est comme ça les compétences psychosociales permettent déjà aux jeunes de pouvoir tenir face aux différents problèmes de la vie et aux différentes réalités de la vie. Et puis, ça prévient aussi des problématiques telles que l'anxiété, la dépression, etc. Donc, ça prévient tout ça. Mhm, Donc, ça veut dire que le développement des compétences psychosociales des jeunes mhm. participe à leur équilibre, ça participe même à leur bien-être psychologique plus tard. Effectivement. Donc, ça aide les jeunes en réalité Mhm, à vivre mieux, à vivre mieux. mhm, Parce que quand on regarde un peu tous ces jeunes-là qui sont rentrés dans des formes de déviance, mhm. creusez, vous allez voir, on a l'habitude de travailler avec ces jeunes-là. Vous Effectivement. allez voir que dans leur parcours, il y a ces compétences-là n'ont pas été développées. Ça veut dire que c'est un autre langage qu'on leur a présenté. J'ai pris par exemple les types de parents, j'ai parlé de parents abusifs. Mhm, Voilà, ce parent-là lui a montré que le langage de la violence, mhm, Donc, lui, il a deux cas. Soit il recopie le modèle, ou mhm, bien il est complètement effacé. C'est-à-dire, soit il devient débonnaire, il est permissif parce qu'il va dire, moi, ce qu'on m'a fait là, il ne veut pas faire ça à mes mhm. enfants. Donc, ça veut dire, il va rentrer dans, en fait, ce sont les extrémités. Donc, du coup, vous comprenez que un enfant qui a bien développé ça au niveau de sa santé mentale, en tout cas, même s'il peut avoir des difficultés, mais ça serait pas déjà tout le temps. Parce que déjà, ces compétences psychosociales agissent comme des protecteurs et ce sont des éléments qui lui permettent de se maintenir. On entend souvent dire aussi l'intelligence émotionnelle, le courage, la résilience ne s'apprend pas à l'école. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Mhm, Bon, dire que ça ne s'apprend pas à l'école mhm, de façon triviale. mhm, Non, ça peut être il faut mhm. considérer ça quand même avec avec un Beaucoup peu de de recul. réserves. Voilà, D'accord, parce que ça peut se développer partout. d'accord. Ce sont des éléments qui se développent un peu partout. Non, ça Mhm. peut se développer à l'école aussi. Effectivement. Donc, c'est comme si euh, il y a des éléments qu'on va seulement mettre dans un domaine et puis ça va stigmatiser le domaine. Alors que c'est Mhm, pas ça. mhm, Ça peut se développer déjà à l'école. mhm, C'est-à-dire le jeune qui part à l'école, l'école doit lui permettre, mhm, lui, de développer d'autres formes de compétences psychosociales, les activités effectivement. scolaires, les activités extrascolaires, Mhm, les activités ludiques, ou encore des exercices d'écriture. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, c'est-à-dire que où l'enseignant dit à un élève, non, tu es bon, tu vas réussir, etc. Ça effectivement. agit positivement sur ses résultats. Donc Ok. déjà, l'école doit participer à ça. Donc Mhm, du coup, ce sont des éléments, par exemple, qu'on peut développer à l'école. mhm, Mais par contre, quand on parle d'intelligence émotionnelle, là, les gens disent non, ça se développe pas à l'école de façon triviale, non. Mais par contre, ça se développe plus au sein de la famille. mhm. Je sais pas si vous comprenez. Très Ça bien. se développe plus Au au, sein. au, au sein de la famille. Parce qu'à l'école, on est tenu par le temps. Effectivement. Il y a le cours, ça doit finir à 10 heures, on doit rentrer à la maison, etc. À la maison, les parents doivent comprendre que être parent, c'est un CDI définitif. Donc, du coup, là-bas, là, c'est pas une question de temps, ok? C'est une question de présence. C'est une question d'amour, c'est une question d'encadrement, c'est une question de socialisation, c'est une question de maîtrise des émotions, etc. Parce Mhm, que souvent, l'école ne reçoit, comment on appelle ça, l'école reçoit la conséquence de ce qui se passe à la maison. effectivement. Et puis l'enfant fait ses premiers pas aussi en famille, hein. Voilà, c'est en famille, il naît, c'est là-bas qu'il commence à développer des éléments. Mhm, On dit non, voilà, à l'école, on a fait ça, mais en réalité, bon, un enfant, même quand toi, tu vas à l'école, mhm, pardon, tu vas à l'école, tu vas au travail, mhm, et puis monsieur te dit, mhm. on doit parler à ton retour, mais tu peux pas travailler. C'est ça. Ça, Je me demande qu'est-ce que tu as voilà, dû faire. ça veut dire que tu n'es pas concentré au Je me travail. pose tellement de questions. Imagine, en tant qu'adulte, ça t'arrive. Un enfant, Et un enfant. qu'on réprime Tu pas. dis non, voilà, d'accord, faut partir. Quand tu as quitté l'école, il te guette. Mais après, tu te plains qu'il n'a pas de bons Il résultats à va l'école. fuguer même peut-être. Il va Voilà. plus revenir, hein. Ça peut arriver. Donc, c'est-à-dire que il faut quand même faire attention parce que à la maison, quand même, l'enfant, il a déjà beaucoup d'éléments. Regardez, on a 24 heures dans la journée, non? Mhm, On fait combien de temps à l'école? 8 heures. mhm. Les 16 heures, là, on fait ça où? À la C'est maison, à la dans nos maison. amitiés, dans nos C'est à la relations. maison. Donc, on doit comprendre quoi? Aux parents, c'est que
dans une journée, on a 24 heures. Mhm. On a 8 heures de sommeil, on a 8 heures de travail, et puis on a 8 heures de loisirs. Pour ceux qui sont croyants, on va dire 4 heures de loisirs, et puis 4 heures de méditation. Mhm. Vous comprenez? Mhm. Donc, ça veut dire que dans tout ce temps-là, l'école a seulement une petite part dedans, hein, mais à la maison, comment on le construit. Mhm. C'est là qu'on nous donne les valeurs de la famille. Effectivement. C'est là qu'on lui donne les orientations familiales. C'est là qu'on lui donne, en fait, ce sentiment d'appartenance à la famille. Voilà. Et quand je dis ça, les gens disent non, mais pourquoi tu dis ça? Mais moi, j'ai dit, quand un enfant revient de l'école, là, au lieu de commencer à l'emmerder, non, va déposer, comment on appelle ça? Va déposer ton sac, prends ton cahier, faut étudier, ou encore, donne-moi ton carnet de temps, etc. Mhm. Voilà. Je parle, les gens parlent, mais en fait, l'enfant revient de l'école, hein, c'est un être humain qui a passé une journée chargée à la maison. Mhm. Et puis, dès qu'il vient, tu commences encore en train de parler d'école. Mhm. Non, il faut accueillir l'enfant avant d'exiger l'élève encore. Effectivement. Hein, comment s'est passée ta journée? Est-ce que ça va? Est-ce que aujourd'hui, on t'a pas fatigué, etc. L'enfant raconte sa journée. Et quand il s'est reposé un peu, ok, tu t'es assez reposé, voilà, tu peux prendre ton cahier pour étudier des éléments comme ça. Mhm. Donc, les compétences psychosociales, là, Mhm. les parents ne doivent pas se dire que en permettant aux enfants de les développer, c'est une forme de faiblesse. Non, c'est pas une forme de faiblesse. Au contraire. Exact. Au contraire, il y a beaucoup qui disent non, moi, on m'a frappé. Hein? Nous-mêmes là, on nous a giflé. Nous, on nous a fait ça, etc. Mais quand tu entends les gens parler comme ça, tu sens qu'il y a beaucoup de souffrance. Donc, je dois faire ça. Effectivement. C'est pas une vengeance. La personne qui est là, il faut aider la personne à mieux se construire. Voilà pourquoi les compétences psychosociales, qu'on les développe chez un ado, je dirais pas qu'on peut dormir tranquille, mais on peut marcher la tête haute. Il y a tellement de choses à dire sur la question. Je vais poser, déjà revenir sur ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'il y a des compétences psychosociales qui sont définies et tout, mais pour ma foi, avec ce que vous avez dit, on a comme l'impression que chaque individu n'évolue pas dans le même cadre familial, ne fréquente pas les mêmes écoles, n'a pas le même environnement social. Donc, in fine, c'est d'être résilient face aux problématiques qu'on va, qu'on pourrait rencontrer dans notre parcours de vie. Mais après, ces compétences-là, vraiment, sont vraiment personnelles. C'est cela? Sont Oh, personnelles en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, en fonction de l'école qu'on a eu à fréquenter, de l'université, des amis que nous avons eus, du patron même dans le cadre professionnel, donc dans exactement. les rapports aussi professionnels. C'est bien cela. Ok, en partie. En partie. Juste pour dire que quand je Mhm, dis déjà en partie, mhm, c'est-à-dire les compétences psychosociales, là, mhm, ce sont les mêmes compétences qu'on va développer, mais mhm. il y a d'autres qui vont développer d'autres compétences avant d'autres. C'est là maintenant qu'on va parler en fonction du lieu, en fonction de l'école, de la famille, de l'environnement social, tout ça. Il y a d'autres, par exemple, qui vont développer la communication non violente Mhm, avant d'autres types de compétences psychosociales. mhm, Voilà, sinon ce sont les mêmes qu'on va développer, mais mhm. pas au même rythme. D'accord. Voilà. Donc, mon avant-dernière question. On parle aujourd'hui de compétences d'oratoire. Mhm. Est-ce qu'un enfant qui ne développe pas ces compétences-là a une faille quelque part en matière de compétences psychosociales? Généralement, quand les gens parlent Mhm, d'art oratoire, mhm, je leur demande qu'est-ce qu'ils mettent dans art oratoire. Parce que il y a une personne qui disait, mais qu'est-ce qui mhm. fait de ton verbe une œuvre d'art? Donc, qu'est-ce qu'ils mettent dans art oratoire? C'est cela, Parce que il y a, quand on dit art oratoire, tout le monde dit comment parler en public. c'est cela, Mais en réalité, on doit aussi aller loin. c'est vrai. C'est-à-dire, il y a comment parler en public, mais il y a comment parler au public. Donc, vous voyez, c'est deux Le aspects assez contenu du différents. discours. Voilà, le contenu, tout ça. Parce que derrière, vous allez voir un enfant qui développe de bonnes aptitudes verbales, D'accord. c'est-à-dire il arrive à s'exprimer aisément, voilà, faire passer ses idées, etc. Mais vous allez voir aussi un autre enfant qui a une intelligence qu'on appelle une intelligence kinesthésique. Ça veut dire que lui, là, c'est la pratique. Ça veut dire qu'il ne parle pas beaucoup. Lui, c'est la pratique. Donc, c'est ce type d'enfant, par exemple, vous allez le voir en train de démonter les choses, en train de palper, de toucher pour comprendre. Alors que il y a d'autres, quand on prend Gardner, ceux qui ont une intelligence, par exemple, logico-mathématique, D'accord. eux, on va leur expliquer, ils vont raisonner, etc., ils vont chercher la solution. Mais par contre, il y a d'autres, là, s'ils n'ont pas touché, ça sera compliqué pour eux de comprendre. Donc, vous voyez que chaque enfant, même s'il n'a pas développé l'art oratoire que les gens pensent là, que non, il va pas réussir, etc.
Non, c'est pas parce qu'il n'a pas développé là qu'il ne communique pas bien avec les autres. Effectivement. Il communique bien avec les autres. Mais par contre, quand on parle de après, quand l'enfant il grandit Mhm, et que les exigences du métier se mhm, présentent et qu'il doit développer, mhm, là maintenant il a besoin d'un appui, mhm. voilà, ou encore d'un accompagnement pour pouvoir vraiment développer ça. Mais ça sera pas son élément phare, voilà. Mhm. C'est juste pour les besoins déjà du métier. Donc, ça nous renvoie à la connaissance de soi. Oui, La connaissance de déjà la soi, donc c'est connaissance de soi, la important. fameuse question qui suis-je? C'est vrai. Parce que dans le qui suis-je, quand un enfant commence déjà à prendre conscience de lui-même, Mhm. c'est très important. Qui suis-je? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je supporte? Qu'est-ce que je ne supporte pas? Qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce que je ne tolère pas? Est-ce que là où je me trouve là, je suis à ma place? Vous voyez, ce n'est pas parce que tu as une place que c'est ta place. Mais il faut te poser la question, est-ce que là où tu es là, c'est ta place? Mhm. Parce que souvent, canard donne en poulailler. Non, ça veut dire que c'est pas, c'est pas forcément sa place. Donc, il faut déterminer sa place. Donc, une fois que l'enfant a compris tout ça, il commence à comprendre que dans la vie, là, voici ma position. Donc, du coup, quand il sait qu'il y a des éléments qu'il ne peut pas supporter, il ne s'aventure pas là-bas. Effectivement. Quand il sait qu'il y a des éléments qu'il ne va pas tolérer, il n'ouvre pas, en fait, la porte pour que on puisse le décevoir sur ces éléments-là. Et s'il a compris qu'il a sa place, qu'il se développe mieux, voilà, il avance sereinement. Mais s'il a compris que ce n'est pas sa place, là, au moins, il peut le faire savoir pour qu'on lui réserve une place qui est réellement sa place. Il y a tellement de choses à dire sur Ah la oui. question. Donc, ce serait quoi votre mot de fin? Déjà, moi, mon mot de fin, j'aimerais aborder ça rapidement sur deux éléments. D'abord, le premier élément, il y a un principe chez nous en psychologie qui dit le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Donc, ça veut dire que les problèmes de santé mentale des autres, il faut respecter ça. Ça veut dire il faut te dire que une personne peut se sentir mal dans ce qui te fait toi du bien. Parce que la personne ne va pas va dire que non, j'aime pas les chats. Tu vas dire non, à quoi des chats? Moi, et pourquoi j'aime ça? Or, derrière, c'est que on ne connaît pas son histoire. On ne connaît pas son rapport au chat. Donc, quand la personne t'exprime quelque chose, il faut le dire. Et quand Effectivement. la personne te parle de ta charge mentale, il faut comprendre. Il faut soutenir la personne. Ne pas rentrer dans le jugement. Mhm. Regardez, si moi j'ai une bassine de 50 kilos sur ma tête, je me promène ici, et puis je dis j'ai mal au cou. Vous allez me dire, mais tu peux poser bassine là. Mais ce qui fait que tu as mal au cou. Vraiment. Alors que la charge mentale est Mhm. plus lourde qu'une tonne. C'est Mais vrai. on dit aux enfants, là, faut supporter, faut supporter. Comme si sa vie, là, c'était le Barça. Il faut supporter, faut supporter. Le deuxième élément, c'est que moi, j'aimerais dire déjà à un adolescent, euh, c'est vrai que souvent, tu as pensé que la vie est dure. Et puis, c'est vrai. Et puis, tu t'es dit que tu n'as pas forcément ta place. Certainement, arrivé à un moment donné, tu t'es dit que tu es nul. Tout ça. Mais aujourd'hui, là, nous, dans cette vidéo, nous, on aimerait te dire, tu n'es pas un bon à rien. Tu n'es pas un bon à rien. Tu es une personne en construction. Tu es une personne qui apprend. Apprendre là, souvent, ça fait mal. Mais chaque petit pas, là, ça compte. Chaque petit pas que tu vas faire, ça va apporter un plus à ta personne, ta personnalité. Donc, ne mets pas dans ta tête que non, tu es un bon à rien, tu vas pas réussir. Ça veut dire que l'histoire a montré que toutes les personnes qui ont pris des décisions positives dans leur vie pour avancer ont eu quand même les fruits qu'ils méritent aujourd'hui. Et puis quand tu dois parler à un psychologue, faut pas hésiter. Il y D'accord. a le programme national de santé mentale qui est là. Mhm. Il y a aussi au niveau des écoles ce qu'on appelle les SSU sages. OK. Et puis on a les centres de services civiques, on a D'accord. les éléments où tu peux t'orienter. Et même si tu comprends pas, tu peux appeler le 143 pour Mhm. dire que tout est là pour toi, pour t'amener à être équilibré, pour t'amener à être robuste, pour t'amener à être conscient. OK? Tu es un jeune, tu es un adolescent, mais demain, demain t'appartient. Demain t'appartient. Donc, moi, j'aimerais te dire que ne laisse jamais quelqu'un te faire croire que tu vas pas y arriver. Et puis, si tu remarques bien, c'est une pomme croquée qui fait la valeur des iPhones. Wow. Merci, docteur, pour ces mots forts. Merci. On est déjà né et on doit devenir. C'est sur ces mots de docteur Nour que nous disons merci à toute l'équipe et merci à notre invité Merci. d'être venu. Merci pour ses conseils précieux.
qui aideront ces adolescents et ces jeunes à comprendre ce que c'est que les compétences psychosociales et à être encore plus résilients face aux difficultés qu'ils rencontreront dans leur parcours. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous sur Instant Psychologue via nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et LinkedIn. Et n'hésitez pas à y laisser vos commentaires et vos questions pour continuer les échanges depuis chez vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Instant Psychologue.